Donc, on a le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Jean-François Latreille, qui est avocat chez Dubé-Latreille. C'est notre spécialiste en conformité des lois 25. Jean-François Latreille, mesdames et messieurs. Bonjour. Nous avons... Vous pouvez retenir les... Oh, vous voulez applaudir maintenant? Allez-y. Je ne vais pas vous retenir. Nous avons Hugo Lambert de LPR Technologies, qui est notre spécialiste en TI et en cyber. T'as amené ton fan club? Désolé. Bon, faites-moi pas honte, là, c'est la seule femme sur le panel aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, on accueille Emeline Manson de Cyclic, spécialiste en formation et en cybersécurité. Emeline. C'est raisonnable. On a le plaisir également d'avoir Éric Ahouette de Coginov, spécialiste en cartographie des données. Éric Ahouette. Un petit nouveau dans la famille du Cercle, Roland Winters, commissionnaire du Québec en uniforme, mesdames et messieurs, spécialiste en cybersécurité et répondant aux incidents. Roland. Donc, avant qu'on commence notre discussion, je voulais vraiment qu'on puisse mettre la table. C'est sûr et certain que depuis 2 ans, on en parle beaucoup de la conformité de la loi 25. Vous avez vu également en quoi que ça pourrait implémenter pour certaines entreprises, mais j'aimerais, Jean-François, que tu nous rappelles un petit peu des risques qui sont encourus justement pour les personnes qui ne s'y conforment pas. Juste pouvoir mettre la table. Bon, vous savez sans doute que la loi 25 est en vigueur intégralement depuis septembre 2024. Et pour les entités publiques ou privées qui ne se conforment pas à la loi 25, vous exposez à 4 risques. Le premier risque, évidemment, c'est au niveau des opérations, parce qu'il y a un incident. Bien souvent, les opérations sont obligées d'arrêter. Deuxièmement, c'est un risque au niveau réputationnel, parce que quelqu'un qui se fait hacker ses systèmes et qui n'est plus en mesure d'opérer, ça ne lui donne pas un bon don, une bonne réputation, en plus de nuire avec ses rapports avec ses partenaires d'affaires. Le troisième risque, c'est au niveau des poursuites civiles. Et enfin, le quatrième risque avec la loi 25, c'est le risque de faire l'objet de sanctions administratives par la Commission d'accès à l'information. Et si je me rappelle bien, le pourcentage et le montant diffèrent un peu entre les entreprises privées et les entreprises publiques. C'est bien ça? Oui. Non, les pénalités sont nettement plus élevées au privé. Donc, attention, à bon entendeur, salut. Une chose est sûre, et ça, on le répète souvent, année après année, panel après panel, on sait très bien que la loi 25, c'est pas seulement une question de TI. Ça implique beaucoup plus de personnes que seulement les TI. Et donc, c'est pour ça que ce qui est fun avec le Cercle, c'est que vous avez une panoplie de personnes qui peuvent vous aider à différents endroits, vous donner des conseils. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, vous donner des conseils et peut-être s'assurer que tous les différents aspects pour bien couvrir la loi 25 soient bien faits. Et ce que j'aime, on parlait d'imputabilité, on parlait de consentement, on parlait de transparence. Donc, on a décidé, pour pouvoir que ce soit plus concret, d'y aller avec un type d'entreprise qu'habituellement, on ne pense pas, parce qu'on dit, ah, c'est une petite entreprise, on pense toujours que les cyberattaques, c'est pour les grosses entreprises, des jardins de ce monde, mais ce n'est pas le cas. Donc, on a décidé d'y aller avec une CPE. Pourquoi on a pris une CPE? Bien, un CPE, ça apparaît comme une cible sans grand intérêt, garderie d'enfants. Et on peut penser que vraiment les cyberacteurs ne seraient pas tellement intéressés à ce genre d'entreprise-là. Mais en vérité, c'est très intéressant parce que les CPE regorgent de renseignements qui sont sensibles. Vous avez des renseignements sur les enfants, qui vient les chercher, la médicamentation qu'ils doivent avoir. Vous avez également des renseignements qui concernent les familles, qui peuvent venir chercher les enfants. Et également au niveau des employés. C'est quoi les évaluations des employés, c'est quoi leur rémunération, etc. Alors, tous ces renseignements-là sont très sensibles. On ne voudrait pas les voir balancer sur le site Web. Et si une entreprise est hackée, telle qu'un CPE, on se retrouve avec un gros problème. Alors, aujourd'hui, on vous présente le cas fictif de la garderie Les Petits Dalton. Donc, ça vous prouve de quelle génération je suis. Alors, nous avons la garderie des Petits Dalton qui se sont, selon eux, conformés à la loi 25. Et là, on se demande, et là, même quand on préparait, nous aussi, notre présentation, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on fait l'audit ou bien on fait un pen test? Et là, on n'était pas certain à savoir lequel des deux qu'on devrait faire en premier. Puis je pense que, Roland, toi, tu avais quand même une idée assez arrêtée sur lequel des deux qui devrait venir avant. Oui. Dans le fond, un pen test, c'est quelque chose, je me suis fait demander souvent, est-ce qu'on fait des pen tests? Les raisons pourquoi, je pense, sont vraiment axées dans le fait que il y a plein de conformités qui disent qu'on doit faire des pen tests, une fois par année ou quoi que ce soit. Mais un pen test, il faut comprendre très bien que
c'est un test. Un test, ça sert à tester un contrôle de sécurité dans le cas d'un pen test. Puis il y a plein de sortes de pen tests différents. Donc, oui, des pen tests sont importants, mais il faut comprendre c'est quoi le but de ce test-là. C'est quoi qu'on teste, pourquoi on fait ça. Et souvent, de qu'est-ce que j'ai vu, des clients qui arrivent mal préparés pour répondre à cette question de base. Les pen tests applicatifs, des pen tests internes, externes, plein de sortes de pen tests qui servent à tester différents contrôles de sécurité, mais souvent c'est mal adapté à les besoins réels parce que le client, tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut un pen test. Donc, la question, c'est un peu plus complexe que est-ce que c'est bon faire des pen tests ou pas? Oui, c'est bon, mais il y a un gros oui, mais en arrière de tout ça. Puis tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a différents types de pentests, puis des fois, on en perd notre latin, à savoir, bon, est-ce que je fais un pentest? Quel pentest que je fais? Puis, ou sinon, est-ce que je fais un scan de vulnérabilité? Et là, les gens doivent se demander, mais c'est quoi la différence, justement, entre un pentest et un scan de vulnérabilité? Encore une fois, je pense que si on se pose cette question à 10 personnes différentes, on va recevoir 10 réponses différentes. Mais pour moi, un scan de vulnerability, c'est quelque chose un peu plus exhaustif. On fait un scan de vulnerability, souvent, ça veut dire que c'est un processus automatisé. Il y a des outils, des logiciels qui font ces scans-là. On peut faire, encore une fois, des scans de vulnerability externes ou internes. Il faut décider le scope. Mais un pen test, c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de rentrer dans vos systèmes, élaborer un rapport, comment est-ce qu'ils ont fait ça, et identifier les trous qu'ils ont trouvés. Ça veut dire que c'est moins exhaustif dans le sens qu'une vulnerability va trouver plein de vulnerabilities qui peuvent être potentiellement exploitées, versus une pen test, souvent le but c'est juste de rentrer. Donc il va trouver le premier trou sans nécessairement tester tous les autres trous possibles. OK. Et là, on revient à notre exemple de notre garderie, les petits Dalton. Alors, la directrice générale, Cruella Labelle, a décidé de faire son pen test. Elle n'était pas certaine parce qu'elle voulait juste voir, OK, est-ce que la garderie est vraiment protégée? Et là, elle se demande, ben, est-ce que je devrais aussi faire un audit? Et là, Hugo, c'est là que tu rentres peut-être en compte. Est-ce que c'est une bonne idée que Cruella a décidé de faire son pen test avant de t'appeler toi? Moi, je dirais que non. Moi, je dirais que non. Avant de faire un pen test, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on a en place. Puis souvent, les organisations, les plus petites, les plus grosses, c'est moins pire, mais encore là. Dans les petites organisations, souvent, les TI, c'est installé à la va comme je te pousse, par quelqu'un à l'interne ou par quelqu'un de l'externe, mais bon, ce n'est pas nécessairement une firme spécialisée dans le domaine. Donc, avant de faire un pen test, je pense qu'on est mieux de faire un audit de situation TI, savoir qu'est-ce qu'on a en place, qui gère quoi, qui a accès à quoi, qu'est-ce qu'on a comme système, est-ce que nos installations respectent les bonnes pratiques et compagnie. Donc, ça vient, à mon avis, en amont du pen test. Ça veut dire là que je fais mon audit, mais là, tu viens d'ouvrir une porte aussi, parce que là, Cruella, elle n'a pas fait sa cartographie. Donc, ça veut dire qu'elle a besoin de Eric pour pouvoir justement voir, bon, qu'est-ce que j'ai, puis en quoi ça concerne, avant de faire appel à quelqu'un qui va l'aider au niveau de l'audit. Est-ce que je me trompe? Oui et non. Au niveau des TI, on sait sur quelle sorte de système ou sur quel système les données sont. Mais la responsabilité des gens de TI, ce n'est pas de connaître les données du client. C'est au client à connaître ses données, puis c'est au client à savoir où c'est qu'il les a enregistrées. Donc, la cartographie de données, bien, je vais laisser Eric embarquer dessus, mais c'est là que ça l'embarque pour savoir qu'est-ce qu'ils ont exactement, puis où ils l'ont installé. Eric, je te lance ta balle. Au niveau de la cartographie de données, dans le cas d'un CPE, par exemple, ce qu'on va vouloir chercher, c'est quoi la réalité des données qu'on détient. On a quoi sur qui, depuis quand, en quelle quantité, c'est où dans les systèmes. Donc, la collaboration avec les audits sont intéressants aussi. Puis, l'objectif de cette cartographie-là, c'est de permettre à l'organisation d'avoir une vision claire de leurs données pour en faire le ménage, bien entendu, dans leur système. Pourquoi on veut faire le ménage? C'est que c'est une façon en cybersécurité super intéressante de diminuer la surface d'attaque. Parce qu'on a vu, dans le cas d'un CPE comme ça, bien, les gens ont commencé à travailler dans M365, on fait du Teams, on se texte, on envoie des courriels, on travaille en équipe. Et là, il y a une prolifération immense de réplicas, de doublons, en fait, de documents qui contiennent des données. Ce qu'on fait aussi dans un exercice comme ça, on va être capable de venir donner une réponse au client sur les documents qui contiennent de la donnée,
Est-ce que les accès sont contrôlés? Est-ce qu'il y a des gens qui ont accès à des documents qui ont une occurrence, une co-occurrence de données qu'ils ne devraient pas avoir accès pour consultation? Alors, on est capable de venir s'ajuster sur ce que Hugo ou le reste de l'équipe va faire au niveau des droits d'accès, des droits de consultation, parce qu'on trouve cette réponse-là. Et soyez assurés, comme dans un CPA, comme ailleurs, on va chercher toutes les données dont Jean-François parlait, des données médicales en passant par les données familiales. C'est sûr qu'on va trouver des droits d'accès qui ne sont pas bien organisés et qu'effectivement, il y a des gens qui auraient accès à des éléments qu'ils ne devraient pas. Et ça veut dire quoi? On multiplie encore la surface d'attaque parce que plus un document est répété, plus on a des portes d'entrée pour venir chercher cette information-là. C'est ça qu'on veut donner comme réponse, particulièrement avec la cartographie. Et là, j'ai l'impression que tu voulais rajouter quelque chose, Jean-François. Si je peux renchérir là-dessus, les organisations en général, puis vous le savez, vous êtes dans les TI, ont tendance à accumuler les données année après année sans jamais faire le ménage dedans. Il y a des villes qui nous ont informé que les données qu'elles détiennent sur les citoyens, comme vous et moi, ils les ont depuis le début de la colonie. Alors, imaginez, vous avez un incident de confidentialité, vous devez répertorier qu'est-ce qui a été compromis, et normalement, en vertu de la loi, s'il y a un risque de préjudice sérieux, vous devez aviser toutes les personnes qui ont été impactées, peut-être pas les morts là, en priorité, là, mais les autres, là, qui ont fait l'objet d'une cyberattaque qui peut compromettre leurs données, qui peut les exposer à la fraude et tous les inconvénients que vous connaissez en matière de perte de données. Alors, l'intervention d'Éric est fondamentale parce que, sans faire de cartographie, 99 de vos clients ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur système. Et bien souvent, ils ont des doublons, ils ont des dossiers d'anciens clients, d'anciens employés. Et tout ça, vous ne devez pas les conserver, sinon... si vous devenez, je ne vous le souhaite pas, le patient zéro, parce qu'on attend tous le patient zéro avec la loi 25, eh bien, la Commission d'accès à l'information va avoir de belles amendes à infliger à la personne qui va être en défaut. Puis Jeff, je ferai un petit bounce de 10 secondes sur ce que Jeff vient de dire. Dans les faits, dans la cartographie, on est capable aussi de déterminer la date d'arrivée de la donnée dans l'organisation. Donc, ça permet de venir déterminer la date de disposition de la donnée après sa fin de vie utile. Tu as nommé les anciens dossiers d'employés. Si vous aviez des gens d'RH dans la salle, ils savent que c'est 6 ans plus l'année en cours que tu dois te départir des données des employés qui ne sont plus à l'emploi. Ils ne sont pas capables de le faire parce que c'est spreadé partout dans l'organisation. Il y en a dans les serveurs, il y en a dans le cloud, il y en a partout. Alors, on est capable de ramener ça par datation pour dire, OK, ce type de données-là, si je vais voir mon rapport, je remonte plus de 7 ans en arrière, ce que j'ai là devrait plus être là. Donc, ça permet de venir faire ce déclassement-là. Puis là, ça me fait penser un petit peu justement à la cascade de responsabilité aussi, parce que là, comment on fait pour savoir qui est responsable de chaque élément et de justement disposer de ces données-là? Je ne sais pas qui est-ce qui serait plus à même de pouvoir me répondre à ça. Bien, j'allais un peu... c'est le gars de TI. Oui, bien c'est ça. C'est toi. C'est justement ce que j'allais dire. On a tendance à penser que de gérer ces données-là, parce que dans la loi 25, il y a, sauf erreur de ma part, le droit à l'oubli. Gérer le droit à l'oubli en TI, c'est pas si facile que ça. Non. Savoir où sont les données, comment elles sont conservées, où c'est qu'il faut que j'aille les effacer. Est-ce que si j'ai une demande de l'organisation en tant que service TI d'effacer une donnée, est-ce que l'organisation est au courant que peut-être qu'elle contrevient à une autre loi qui lui demande de conserver cette donnée-là? Là, c'est là que la conformité embarque. Donc, souvent, on pense là, que la loi 25, les gars de TI vont tous sécuriser mes systèmes, ça va être fini. C'est pas si simple que ça. OK, alors qu'est-ce que Cruella doit faire, là? Je reviens encore au petit Dalton. Donc, Cruella, elle a dit, OK, d'accord, j'ai ma cartographie, je sais quand est-ce que les données ont commencé à rentrer, mais là, c'est comme j'ai une nouvelle secrétaire, est-ce que c'est à elle que je passe l'information? Qu'est-ce qu'elle est supposée faire pour être sûre qu'elle se conforme, puis qu'elle sait à qui donner les droits d'accès pour voir, comme, en disposer quand ça va être le bon moment, et 2, faire la passation aussi des données? Comment elle fait? Bien, premièrement, elle s'assoit et elle réfléchit à son équipe. C'est une bonne idée. C'est de la base, là, mais il y a bien des gens qui ne le font pas. Juste de penser qui dans l'équipe doit avoir accès à quoi, puis de quelle manière, puis est-ce que je dois y avoir accès en tout temps, est-ce que je dois y avoir accès de l'extérieur? Je veux dire, les questions, là, il y en a des dizaines et des dizaines à se poser, puis souvent, les gens ne se posent pas ces questions-là. Donc, je pense que c'est au rôle à nous tous dans la salle qui sont en TI de conseiller nos organisations ou nos clients dans ce domaine-là. Ça prend de Conseiller, l'accompagnement. oui. Puis Ça prend de l'accompagnement vraiment pour ça. tu m'enlèves les mots de la bouche parce que j'allais dire justement, conseiller, c'est beau, mais former, c'est peut-être mieux même en amont. Tu sais, on voyait ce matin, dans les premières informations qui nous avaient été données,
comme quoi que maintenant, les entreprises investissaient de plus en plus dans la formation, justement, pour pouvoir parer aux cyberattaques ou en cybersécurité. Puis, de ton côté, Emeline, est-ce que tu penses que les entreprises sont plus à même de former en amont ou ils attendent d'avoir une attaque pour dire, OK, là, peut-être qu'il faudrait que je me forme? Ben, un peu comme dans le même sens où on le voit avec la loi 25, beaucoup attendent de se conformer, attendent les sanctions pour se conformer. Donc, il y aura toujours des organisations qui vont attendre le dernier moment, soit en se faisant pirater elles-mêmes, soit en ayant un collègue, consoeur, peu importe, qui se fait pirater. Donc, on est dans la prévention de plus en plus, mais on a encore du chemin à faire. Moi, ça fait un peu plus de 4 ans que je me suis partie à mon compte, donc donner de la formation en prévention. Et quand j'ai parti mon entreprise qui avait vocation à former des petites entreprises, on me dit « Ah, c'est cool ce que tu fais, mais moi, ça ne m'arrivera pas. » Je suis comme, ah, j'aimerais avoir la recette magique pour pas me faire attaquer. Mais aujourd'hui, on le voit avec la loi 25, le discours a beaucoup évolué. On est passé donc de « c'est pas mon problème, je suis trop petit, ça m'arrivera pas » à « oui, je sais, mais j'ai pas le temps ». C'est quand même, il y a une intériorisation du problème. C'est juste qu'on manque de ressources, on manque de temps, on manque toujours de tout, de toute façon. Mais les statistiques aussi le disent que ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. On avait une statistique en 2020 qui nous disait, 2021, qui nous disait que 20% des entreprises disaient avoir été touchées par une cyberattaque. Puis quand on regarde, 20%, c'est une entreprise sur 5. On se dit, bon, ben, on se calme, c'est pas tant que ça, mais... Il en reste 4 sur 5. C'est zéro réaliste. La plupart des organisations continuent de ne pas déclarer à la police. Exact. Donc, le crime existe, ça existe, mais personne ne l'a déclaré. On a eu une stat un peu plus récente, 2024, KPMG, qui nous est là, plus 72% des entreprises déclarent avoir été touchées par un incident. Alors, être touché, ça ne veut pas nécessairement dire en être victime, mais on en reçoit tous, en fait. Même tout le monde dans la salle, des textos perso que vous recevez par rapport. Moi, je me fais embaucher par quelqu'un qui me parle en anglais par texto en ce moment. Je sais pas pour vous. Mais donc, les statistiques sont plus ou moins réalistes. On s'attend aussi à une hausse avec la Commission d'accès à l'information qui va éventuellement sanctionner. Donc, et d'ailleurs, on n'a juste pas le choix avec la Commission d'accès à l'information de déclarer de temps en temps. Puis nous, au niveau de l'approche, c'est impossible. Les fraudeurs sont beaucoup trop créatifs pour exposer en formation tous les stratagèmes possibles. Donc, si on prend l'exemple du CPE, on ne peut pas leur faire tous les stratagèmes qui existent par courriel, par texto, c'est impossible. Nous, notre approche, elle est beaucoup de revenir à la base, qui sont les émotions. Et quand je reçois un message, comment je me sens? Et peut-être qu'en ressentant cette émotion-là, ça serait important de prendre un pas de recul et faire des vérifications. Donc, tout ce qui touche la peur, la proposition attrayante, l'appât du gain, enfin, ces émotions-là, ça devrait être un déclencheur pour nous faire faire des vérifications supplémentaires. Si je peux rajouter là-dessus, au niveau des émotions, pour les clients qui m'ont appelé, qui faisaient l'objet d'un incident de confidentialité, en fait, une cyberattaque, les sentiments n'étaient pas très, très positifs. Et à l'heure actuelle, la plupart des entreprises ne sont pas vraiment équipées pour faire face à ce genre de situation-là. Donc, ils n'ont pas de plan d'urgence, ils n'ont pas de cyberassurance. Alors, imaginez. Alors, vous savez, la conformité à la loi 25, c'est un processus. On ne fait pas un appel à quelqu'un, puis un virement Interact, puis c'est réglé. C'est un petit peu plus élaboré que ça. Et le meilleur investissement, à mon sens, à court terme, que vous pouvez faire dans vos organisations ou auprès de vos clients, c'est de la formation. Parce que quand les gens de votre entreprise sont sensibilisés à un enjeu qui les affecte tous, ils ont les oreilles déployées, les yeux ouverts, et ils savent comment reconnaître des possibilités de problèmes. C'est qui la personne ressource qu'on contacte si on pense qu'il y a un enjeu de sécurité, et comment sonner l'alerte le cas échéant. Et bien souvent, des gens formés vont éviter de se mettre les pieds dans les plats, comme cliquer sur un lien qui est manifestement suspect, même si on est curieux. Alors, la formation, je ne saurais trop insister sur... c'est le meilleur investissement à court terme pour éviter des problèmes avec la conformité. Mais comment on fait pour rendre ça, justement, attrayant aux directeurs d'entreprise pour que, justement, ils voient que la formation, c'est important, mais ça peut être aussi... c'est payant à long terme? Oui, j'ai un petit commentaire sur ça, parce que moi je viens d'un background militaire. Et dans l'armée, dans les forces armées canadiennes, on a un bon système de classement des données, par exemple. Des choses qui sont marquées, soit protégé A, protégé B, protégé C, classifié, secret, haut secret, ensuite. Et je dirais, oui, la formation, mais il faut aussi imposer les conséquences à des gens. Dans l'armée, si je m'expose à une donnée haut secret, je perds ma code de sécurité, je perds mon emploi. Wow. Fin. Si. Je pense qu'au civil, c'est un petit ajustement que j'ai fait parce que mon témoignage, c'est qu'en commercial, en monde civil,
on n'a pas cette notion-là parce qu'il n'y a pas des conséquences. C'est un peu trop de laisser faire. Puis, je dirais oui, les formations, mais il faut sensibiliser les gens envers c'est quoi les bonnes pratiques, mais c'est quoi les conséquences aussi de non-conformité. Et même chez nous, aux commissionnaires, on a la misère à imposer ce changement culturel-là. Je pense que c'est important parce que si c'est free for all, ça va rester free for all. Puis c'est bien bon d'écrire en politique, mais si on n'enforce pas, c'est quoi le point? Mais Roland, je mettrais un bémol là-dessus, si tu permets, parce que si vous avez un système de pénalité comme un code de vie dans vos organisations, si quelqu'un pose un geste maladroit, qu'est-ce qui risque d'arriver? Il risque de balayer le tapis, le problème sous le tapis et attendre à lundi matin pour en parler à leur boss. Moi, ce que je préconise, c'est peut-être des sanctions, peut-être des mises en garde, des choses comme ça, mais il faut favoriser un environnement, je pense, où les gens se sentent en confiance de déclarer un incident de confidentialité parce que si les gens ont peur de le faire, que ça va se retourner contre eux, ils risquent de ne pas le faire et ça ne va pas aider votre organisation. Alors, il y a peut-être une nuance à faire avec le militaire, mais je voulais faire la remarque. J'irais dans ce sens-là, moi aussi, dans le cas d'un employé, souvent, ça ne va pas être intentionnel, on s'entend, là. On a beau mettre tous les systèmes de sécurité en place, il va toujours avoir une cochonnerie qui va réussir à passer à travers, puis là, tu as toujours un employé soit mal formé ou inattentif qui va cliquer ou qui va ouvrir un lien, ou peu importe. Moi, je dirais plus que cet employé-là, tu veux l'encourager à te déclarer qu'est-ce qui est arrivé, puis tu vas juste lui donner plus de formation. Donc, formation. Pour le conscientiser encore plus. Puis ce serait quoi les procédures? Parce que là, on a parlé de formation, mais il faut aussi que ce soit mis à l'écrit. Donc, selon la loi, ce serait quoi les procédures qu'on devrait mettre en place à l'écrit pour que justement tous les employés soient au courant? Parce qu'on ne peut pas faire des formations à chaque mois non plus, là, mais ce serait quoi les procédures qu'on devrait mettre à l'écrit? Bien, la loi 25 impose certaines obligations aux organisations. Essentiellement, c'est des documents de nature légale. Dans un premier temps, vous devez désigner qui va être le responsable de la protection des renseignements personnels dans vos organisations. Dans les vôtres, peu importe la grosseur, que ce soit mon oncle, un tel qui est comptable dans son sous-sol, qui travaille tout seul, à partir du moment où vous avez des renseignements personnels, vous êtes redevable à l'égard de la loi 25. Donc, vous avez quelqu'un qui doit être responsable. Alors, s'il n'y a personne qui est désigné, c'est le boss ou la boss qui est responsable de la protection. Autrement, vous désignez quelqu'un. Vous déléguez cette responsabilité à quelqu'un à l'interne ou à l'externe. Et comme c'est une délégation, ça doit se faire par écrit. Et cette délégation-là, vous devez spécifier qu'est-ce que je délègue comme responsabilité à mon responsable de la protection des renseignements personnels. Est-ce que c'est toute la patente ou certains segments seulement, puis les autres aspects vont être assumés par quelqu'un d'autre? Donc ça, la désignation d'un responsable de la protection des renseignements personnels, c'est un gros morceau. Deuxième chose, c'est une politique de confidentialité. Vous devez en avoir une. Normalement, elle est affichée sur votre site Web et elle indique quels sont les renseignements personnels que vous allez colliger, à quelle fin, si des tiers peuvent y avoir accès, etc. Donc, vous allez savoir la confidentialité, c'est traité comment. Et la plupart des entreprises, ils la publient sur leur site Web parce que c'est requis, mais c'est la politique qui s'applique de façon intégrale à l'organisation. Donc, n'importe quel employé qui veut savoir c'est quoi la politique de mon entreprise ou client, ils s'en vont voir sur le site Web de l'entreprise, ils ont une réponse à leurs questions. Un autre élément très important qu'il faut avoir en vertu de la loi 25, c'est des politiques et des règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Je veux dire PRP parce que ça fait long à la fin. Donc, des politiques et règles de gouvernance en matière de PRP. Et donc, ça couvre quoi? Ça couvre, par exemple, la politique à l'égard de la conservation des renseignements personnels et la destruction, parce qu'il faut que ça soit géré. On en a parlé tantôt, on ne peut pas garder ça de façon indéterminée. Deuxièmement, vous devez également déterminer c'est quoi les rôles et responsabilités de chacun dans l'écosystème. Pour tout le cycle de vie, ce qu'on appelle le cycle de vie, depuis la collecte, le traitement, jusqu'à la destruction des renseignements personnels, on a des choses à faire et à ne pas faire. Donc, les rôles et responsabilités, très importants. Et enfin, ce serait le traitement des demandes et des plaintes des usagers. Donc, la loi 25 confère des droits aux citoyens. Il y en a qui existaient déjà, mais elle en a rajouté d'autres. Donc, on a parlé plutôt du droit à l'oubli. Il y a le droit à l'accès, le droit de corriger des renseignements personnels. Il y a le droit à la portabilité qui devrait vous interpeller dans l'ETI, parce que la portabilité, ça s'exprime comment dans la vraie vie? Donc, ça, ce sont un élément très important de la loi 25. Et je conclurai en disant, il y en a d'autres, mais ce sont les principaux. Le quatrième, ce serait
des ententes de confidentialité avec des partenaires d'affaires ou des fournisseurs qui ont accès à vos renseignements personnels. Alors, ça prend une entente écrite et je dirais que ça s'applique également au niveau des employés. Les employés devraient également souscrire à des obligations au niveau de la confidentialité des données, de sorte que tout le spectre est bien couvert au niveau des responsabilités. Si, mettons que les T. Dalton veulent ouvrir une deuxième succursale, donc là, Cruella se dit, bon, d'accord, donc là, il faudra vraiment que je puisse faire une meilleure cartographie parce que là, je dois savoir justement qui est-ce, à qui je vais donner des permissions, comment je vais faire pour faire le transfert des informations et tout ça. Donc, Éric, serais-tu capable de nous dire comment que la cartographie peut aider justement pour cette passation-là de permission, pour s'assurer de qui va avoir les infos? Bien, en fait, c'est sûr que déjà d'avoir une bonne partie de la réponse de l'ensemble des données qu'on détient sur un enfant, bien, c'est beaucoup plus simple de prendre ces données-là puis de les placer dans un groupe qui va être transféré dans un nouveau CPE, exemple, ou la même chose avec ces données de parents. Jeff, je vante un petit peu ce que tu as dit tantôt, le droit à la portabilité. Encore et toujours, même en Europe, c'est encore et toujours aujourd'hui l'élément le plus dur à adresser parce que c'est très dur de discriminer M. Jean Tremblay qui est devant vous, mais vous en avez dans votre inventaire 32 des Jean Tremblay qui ont tous des numéros d'assurance sociale, des numéros de carte de crédit. Lequel est lequel? C'est extrêmement difficile à faire parce que la notion de hors de tout doute n'existe pas. Parce que quelqu'un peut... puis en fait, Emeline, ce que tu disais aussi tantôt, il faut faire attention quand tu manipules des données pour ne pas te créer toi-même, de générer toi-même un bris de sécurité. Par exemple, donner à un Jean Tremblay les informations d'un autre Jean Tremblay. Parce qu'on n'a pas fait la validation sur toute la ligne avec des validations directes, de dire Monsieur Tremblay, c'est quoi vos 4 derniers numéros de carte de crédit pour éliminer toutes les autres? Il y a quand même un traitement manuel à faire avant de remettre ça en toute confiance dans les mains d'un client ou d'un patient ou qui que ce soit. Donc, cette notion-là d'être capable d'amalgamer l'information sur un individu va permettre à la Cruella du CPE de dissocier le groupe qui vont bouger d'un CPE à l'autre. Parce que c'est un peu ça la question. Ils ont 2 CPE, ils ont un CPE, ils nous ouvrent un deuxième, ils vont prendre une partie des enfants par envoyer ailleurs pour balancer un peu l'achalandage. Bien ça, cette capacité-là d'amalgamer l'information sur un individu, ça vient aider beaucoup, beaucoup, là. Puis, OK, on a bien fait ça. Juste compléter là-dessus, puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est que là, c'est un enjeu au niveau des TI. Beaucoup de systèmes, de bases de données, de systèmes de sauvegarde ou de trucs comme ça, ne sont pas conçus pour être capables facilement, sans une intervention manuelle exhaustive, d'effacer une donnée. Par exemple, ton Jean Tremblay, bien, de dire, aller dans mon système de backup et dire efface-moi toutes les données de Jean Tremblay avec le numéro de dossier un tel. Oubliez ça, là, ça ne marche pas. La même affaire des bases de données, je pense à un cas de figure qu'on a eu, c'est Clinique de Quiro qui ont des systèmes de radiographie, des patients qui sont plus là depuis 20 ans. On a approché l'entreprise qui a fabriqué le système de radiographie numérique. Ah, ben, on ne peut pas faire ça, il faut aller le faire à mi-terme. Bon, ouais, mais là, as-tu pensé le nombre de patients qu'il faut aller installer, il faut aller effacer à mi-terme? Fait que ces enjeux-là, il y en a. La liste fait rien que s'allonger, puis je veux dire, ça complexifie grandement notre travail. OK, admettons justement une situation comme celle-là, la personne fait quoi concrètement? Moi, parce que tu viens de le dire, on ne peut pas le faire à la mitaine. C'est fou. Alors, on fait quoi? Bien, vous n'aimerez pas ma réponse, mais on fait ce qu'on peut. Ouais. À un moment donné, je veux dire, la CAI, le cadre réglementaire a beau être là, mais à un moment donné, le cadre réglementaire va devoir y aller avec un minimum de cas par cas, puis de logique, puis de dire, OK, bien, dans ce cas-là, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que, je veux dire, l'organisation n'a peut-être pas les moyens de payer un fournisseur tiers pendant des heures et des heures et des heures, puis pour développer une solution logicielle qui va permettre de, mettons, effacer ces données-là. Je pense que souvent, le réflexe dans les organisations, s'ils ne sont pas capables de discriminer, ils vont tout flusher. Tout garder ou tout flusher. Parce que tu n'es pas capable de faire la différence entre deux. Est-ce que celui-là, je dois le garder, celui-là, je ne dois pas le garder? Bien, on flush tout. Et là, commercialement, de brûler des bases de données clients, c'est pas super excitant. Mais en même temps, tu es obligé de les nettoyer. Puis, ce que je trouve intéressant dans ce qui s'est dit aussi, c'est que des fois, on a des solutions technologiques, des logiciels qui datent, qui ont été développés d'une façon à l'époque qui était très conforme.
mais aujourd'hui ne permettent pas de revenir en arrière, comme tu dis, pour Exactement. faire de la destruction à l'eau, qu'on appelle. Bien, si tu n'es pas capable de faire de destruction à l'eau, oui, on commence à avoir des solutions d'IA qui vont mener des petites patchs, qui vont venir être capables d'amalgamer l'information pour cleaner. Bon, excusez mes anglicismes, on dirait que je suis parti là-dessus ce matin. Mais de faire un nettoyage. Par contre, aujourd'hui, je pense que ça doit faire partie de vos réflexes quand vous magasinez des solutions technologiques à ajouter dans l'organisation, autre que le fait que maintenant, quand on touche les données, il faut faire des EFVP et tout ça. Là. Je dirais que ça doit faire partie de vos critères de dire, OK, si je dois revenir en arrière pour agir sur mes données, qu'est-ce que cette solution offre par rapport à l'autre? Puis de l'avoir dans vos targets, de pouvoir venir agir sur les données. Parce que, tu sais, c'est pas les logiciels, comme tu disais tantôt, ton Kiro, c'est sûr sur le logiciel ne permet pas de faire de l'anonymisation, de faire du caviardage, ça n'existe pas. Là. Donc, il faut sortir l'information de ce logiciel-là pour le faire à l'extérieur. On fait quoi? On génère une batch de doublons pour être capable de venir agir dessus, pour après venir détruire dans la solution, mais tu n'es pas nécessairement capable de détruire la ligne 22, la 37 et la 69. C'est tout ou pas pantoute dans ces logiciels-là. Fait qu'on est dans une transition dans les technologies que ça doit faire partie maintenant du cœur des solutions de pouvoir le faire. Bien, éventuellement, je pense que le marché va s'adapter. Puis il a déjà commencé à s'adapter, mais je veux dire, il y a plein de solutions technologiques qui sont installées depuis des années, qui n'ont pas nécessairement été développées au Québec ou qui n'ont pas été développées aux États-Unis ou en Europe ou en Asie, puis où les cadres réglementaires sont différents. Tu as beau avoir le RGPD en Europe, ben, je veux dire, si la solution technologique a été développée avant, elle n'a pas été nécessairement modifiée parce que puis les entreprises d'ici qui avaient une solution technologique qui était là-bas, qui pourrait être conforme et qui pourrait aider à faire ce genre de choses-là, bien, ils n'ont peut-être pas nécessairement mis à jour parce qu'il n'y avait pas les budgets, puis pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Donc, c'est un beau casse-tête. Tu as dit quelque chose d'intéressant tantôt, puis on l'a dit, c'est the word of the year, l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que, justement, c'est une voie qu'on devrait envisager? Est-ce qu'il y a déjà des outils qui sont pilotés par l'intelligence artificielle qui pourraient nous aider dans la conformité de la loi 25? Oui. Oui? Oui. J'ai jamais eu un oui ou un non aujourd'hui. C'est toujours les deux. Dans le sens que, bon, l'IA, c'est le beau buzzword, mais ça a un couteau à deux tranchants. On veut, en termes TI et en termes cyber, de dire, OK, bien, je veux sécuriser mes systèmes pour que mon AI n'ait pas accès à des informations qu'elle n'est pas supposée, puis qu'elle ne les divulgue pas à des gens dans l'organisation à laquelle elle n'est pas supposée. Mais je veux dire, tu as la même problématique. Si tu veux que ton AI trouve ces données-là puis aille les effacer ou t'aider à les effacer, fait que c'est pour ça que je dis oui. Exact. On tombe beaucoup dans une trou noir avec l'IA aussi. Oui. Parce que pour ben des gens, l'IA, ça veut dire ChatGPT ou Google AI Studio ou quoi que ce soit. Mais il y a plein de facteurs en jeu par rapport aux situations géopolitiques. Tu sais, avec le Cloud Act, le Patriot Act aux États-Unis, si on met nos données avec ChatGPT, est-ce que c'est la version payée? Est-ce que c'est hébergé au Canada, au Québec? C'est quoi le statut légal de vos données? Est-ce que Elon Musk puis Doge peuvent facilement avoir accès à les données de vos clients? Est-ce qu'ils vont réutiliser vos données pour entraîner les prochaines générations des modèles IA? Donc, ma positionnement sur le IA, c'est vraiment pessimiste dans le sens que oui, c'est un bon outil, mais il faut regarder très proche qu'est-ce qui se passe avec ça avant de se marier à ça. Je donne un exemple concret. Okay? Au commissionnaire, on a constaté que des employés en train de déjà utiliser ChatGPT partout. On n'avait pas une politique pour l'usage de générative IA. On n'était pas du tout prêt à faire face à cette problématique-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis à jour notre politique de l'usage des outils génératifs AI. Ensuite, on a dit, OK, c'est interdit ChatGPT gratuit. C'est interdit, on a bloqué les accès de toutes les manières, DNS, autre façon de bloquer aussi. Ensuite, on a dit, OK, on va acheter ChatGPT professionnel, on va donner accès aux gens, mais seulement s'ils suivent une formation, comment utiliser ça en plein security. Entraîner les gens sur les hallucinations, AI, etc., l'entraînement des données. On a dépensé beaucoup d'argent, on a acheté ces licences-là. 3 semaines plus tard, les nouvelles versions de Gemini qui sortent, mais on est déjà contractuellement avec ChatGPT, puis on a choisi un produit qui est obsolète dans 3 semaines. Donc, le moment que tu commences à mettre ces outils en place, oui, il y a des gains de productivité rapides, mais
en 3 semaines, en 3 mois, en 6 mois, on ne sait pas c'est quoi les opportunity costs qu'on a absorbés en sélectionnant ça. Donc, ça change très, très, très rapidement. Ouais. Puis, je pense qu'il faut faire attention parce que le moment qu'on implique dans notre quotidien, on est comme point et avec. C'est très difficile de changer les habitudes des gens avec UTX, YZ pour amener envers un nouveau qui est peut-être meilleur côté security, productivity. Ça va revenir à la formation. Là. Tout à fait. Exact. Émilie, Oui. ça fait penser, parce que là, justement, avec la formation, avec ce que tu dis aussi, Roland, c'est que ça bouge tout le temps. Vite, Donc, oui. ça veut dire que même si on a appris quelque chose aujourd'hui, ben, demain, ben, ça peut ne plus marcher. Toi, quand tu regardes tout ce que tu as vu à date, jusqu'à présent en 4 ans, c'est quoi les erreurs qui sont les plus qui se répètent le plus souvent chez les employés? Ben, tu marques un point sur le fait que ça bouge très vite et ça bouge plus vite que à la fois notre capacité et notre intérêt à changer parce que l'humain, on aime ça, le statu quo, on aime ça. Et juste Facebook change son interface, tout le monde est inconfortable, c'est normal, c'est humain. Donc c'est un enjeu sur le fait qu'il faut toujours changer nos habitudes. Puis les recommandations de base, elles changent aussi. Pour revenir aux erreurs que tu mentionnes, c'est assez fou qu'en 2025, on parle encore énormément de mots de passe, de la gestion des mots de passe, du choix des mots de passe. C'est quoi un bon mot de passe? Et là aussi, il y a autant de réponses qu'il y a d'humains sur cette terre. Moi, j'ai ma petite idée quand même, mais vous avez le meilleur gestionnaire de mots de passe, les blocs-notes. C'est ça, je m'en allais dire, vous ça, allez les c'est pour retrouver. Data Solution. Voilà, donc au niveau des mots de passe, que ce soit le choix du mot de passe et le stockage du mot de passe, c'est vraiment, vraiment un enjeu. On a toute la notion de double facteur d'authentification. Tout le monde dans la salle, vous savez ce que c'est, mais au niveau de l'humain, c'est encore perçu à tort comme pénible. On Ouais. pense qu'il va me le Ouais. demander à chaque fois, puis c'est gossant. Puis on dirait qu'il y a vraiment tout ce ressentiment négatif envers le double facteur, alors que C'est là pour te le nous demande aider. une fois, puis il te le demande pas à chaque fois, exact. Et c'est là pour aider. Donc, double facteur, très problématique. Les courriels, on envoie énormément de choses encore non sécurisées par courriel. Alors, il y a Secure Exchange qui a un kiosque justement qui a une très très belle solution pour sécuriser les courriels, mais la plupart du monde font juste pas sécuriser leurs courriels. Et on a tendance à confondre boîte courriel et espace de stockage. Tu sais, il y a des petits gens qui ont des petits tocs et qui transfèrent drag and drop leur courriel dans des beaux dossiers, tout. Puis On garde tout. le jour où est-ce que tu te fais pirater ta boîte courriel et que tu as rangé numéro d'assurance sociale dans un dossier, ben, c'est Exact. super facile pour le fraudeur d'aller chercher ira à des choses. service. Exact. Donc, le courriel, souvent perçu comme un élément de stockage. Puis, si tu me permets, Ouais. Emeline, dans les inventaires qu'on fait quand on fait la cartographie, le nid là, à données personnelles, c'est les courriels. Puis, comme tu dis, qu'il y en a qui servent de ça comme du stockage, que tu trouves des courriels qui ont 20 ans. Là. Tout était là-dedans. Là. Tu sais, quand on a fait l'embauche, il m'a envoyé sa photo de spécimen de chèque en PDF, en pièce jointe, puis toutes ces informations bancaires dans le corps du texte. Ça, nous, on est habilité à extraire cette information-là, puis dans Exchange ou dans Gmail ou whatever, là, tu sais, on va l'avoir, cette information-là. Mais ça permet de venir aussi en formation par après, faire la démonstration aux gens du comportement qu'ils ont et leur faire prendre conscience, réaliser que ça peut plus se passer comme ça. Parce que des barrières dans l'échange de courriel, il n'y en a pas beaucoup. Exemple, disons, on travaille avec des villes ou des CPE. Mais CPE, c'est un excellent exemple. Un parent qui envoie un paiement avec son numéro de carte de crédit au CPE parce que l'enfant va faire une sortie éducative ou à la cabane à sucre, on trouve ça tout le temps. Là. Puis on le sait tout quand on s'en parle entre nous autres. Ben voyons donc, il y a qui a fait ça? Il y en a tout le temps. Donc, ça revient à dire encore la formation, mais appuyer sur... Il y en a chez vous, là. T'sais, les gens sont toujours très surpris de voir sur quoi ils sont assis. Ils pensent toujours, on n'a pas tant que ça. Rien, un peu. Puis les courriels, c'est là que ça se passe parce que c'est pas sécurisé. Oui, OK, un Exchange pas pire, mais un Gmail, on s'entend que quand tu envoies de l'information personnelle d'un Gmail, c'est pas le meilleur choix. Ce que je remarque, c'est que ça va vraiment mal pour moi en ce moment, parce que j'écoute ce qu'ils disent, puis c'est comme moi, un pirate arrive, flashbacks? il va m'aimer. Oui, j'ai des flashbacks. Appelle-le toi-même. Puis regarde. Ça va, Ça, ouais. souvent, les gens ne se questionnent pas sur est-ce que j'ai besoin de colliger cette donnée-là? J'ai-tu vraiment besoin de l'avoir, Ouais. cette information-là? Souvent, on en arrive dans des organisations, vous en servez-vous de cette donnée-là? Non. Pourquoi tu la ramasses? Parce que ça fait 20 ans qu'on la ramasse. On l'a toujours ouais, ramassée. on l'a déjà ramassée parce qu'on avait besoin, mais là, on n'a plus besoin. Arrête de la ramasser.
Le meilleur exemple qu'on peut donner avec ça, c'est les changements qu'il y a eu au niveau du registre des entreprises qui demandent maintenant les pièces d'identité des individus. Et la plupart des organisations, moi, aujourd'hui, les conservent. Alors qu'une fois que tu l'as transmis, tu n'as plus besoin de la pièce d'identité de ton CA. Fait que juste flush là. Mais ça, c'est inconfortable de détruire la donnée. Oui. Puis tu disais quelque chose d'intéressant, Eric, c'est comme la personne l'envoie, elle le garde dans son courriel, la sauvegarder dans un dossier avec ce qu'il y a toutes les informations, l'envoyer aux ressources humaines et aussi, bien sûr, à la comptabilité pour qu'ils puissent l'avoir. Mais après ça, l'envoie aussi à la personne qui va faire la sortie parce qu'elle aussi elle a besoin de ces informations-là. Exactement. On est déjà rendu à 5 points d'entrée. Doublon, 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 doublon. Oui. Chacune des portes d'entrée. Exact. Voilà. Qui fait plaisir à quelques hackers bien intéressés à vos données. Il nous reste pas beaucoup de temps. Dans quelques instants, je vais prendre les questions dans la salle. Mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit tour où ce que vous allez pouvoir me donner un exemple concret de où vous avez été appelé à mettre votre expertise sur le tapis. Puis ça peut vraiment de tout. Là. Moi, j'étais encore accrochée à mon petit Dalton, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut dans n'importe quel domaine où ce que vous êtes appelé. Donc, de ton côté, toi, c'est tout ce qui est conformité. Donc, juste rappeler ta spécialité avant de donner ton exemple, s'il te plaît. Rappelez quoi? Ta spécialité. Ah, bien évidemment, nous, c'est le côté conformité au niveau légal. Je prends l'exemple des petits Dalton parce que je suis très attaché à cet exemple-là. Plusieurs membres du Cercle numérique ont été appelés à travailler dans un dossier qui, justement, impliquait un CPE. Et pour montrer comment ça fonctionnait, on avait tous notre rôle à jouer là-dedans parce que le CPE avait plusieurs besoins qu'un seul fournisseur auquel il ne pouvait pas répondre. Mais l'ordre dans lequel on était intervenu a varié selon la disponibilité du client et, évidemment, suivant ses priorités. Moi, dans ce cas-là, j'ai attendu très longtemps avec que ce soit mon tour, mais c'est très bien ici. Il y avait quelque chose dans le pipeline pour se conformer à la loi 25. Je pense qu'ils avaient priorisé la formation en premier, ce qui était la chose à faire. Mais au niveau du concret, comment on fait ça? C'est pas compliqué. On rencontre un ou des représentants du CPE. Et là, on doit se mettre un peu la tête dans le moteur avec des questions qui nous donnent c'est quoi la situation de votre CPE? Vous êtes organisé comment? Vous gérez quel type de données? C'est quoi la structure de vos systèmes d'information? Pour qu'on ait une idée, grosso modo, est-ce que l'entité est sensible aux enjeux de cybersécurité ou non? Est-ce qu'il y a des gens qui s'occupent de ça ou c'est quelqu'un à l'externe de temps en temps? Ou c'est le beau-frère qui s'occupe de la sécurité des systèmes? Ça donne une bonne connaissance de base de la structure. Et ensuite, ce qu'on vérifie, c'est les traitements. Les traitements, ce n'est pas un terme très, très sexy, mais c'est les mécanismes réguliers par lesquels on va colliger des renseignements personnels. Donc, ça peut être le recrutement de personnel, ça peut être l'inscription des parents au service de garde. Ce sont des portes d'entrée distinctes de renseignements personnels. Ça peut se faire via le site Web, ça peut se faire au téléphone, ça peut se faire au comptoir. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons. Ça peut être des levées de fonds aussi. Encore une fois, c'est des renseignements personnels qui rentrent. Alors, tous ces traitements-là, on les analyse pour déterminer est-ce que la façon avec laquelle les renseignements personnels sont gérés, c'est sécuritaire ou non. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on a une bonne vision globale du contexte particulier du CPE, là, on peut élaborer une politique de confidentialité qui est adaptée vraiment à la réalité du CPE et également rédiger des politiques et des règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Et éventuellement, on va s'occuper également de la question des ententes avec les fournisseurs, mais grosso modo, c'est ça. Et le principal enjeu que j'ai quand j'aide mes clients à se conformer, c'est l'interaction que j'ai. Est-ce que quand je vais aller rencontrer mon client ou quand on va avoir une rencontre en ligne ou whatever, est-ce qu'il y a toutes les réponses? Parce que vous connaissez vos clients, hein? Qu'ici, parmi vos clients, capable de répondre à 90 de vos questions, je ne pense pas que c'est la majorité. Alors ça prend du temps, ça ralentit un peu le processus, mais ultimement, ce n'est pas très, très compliqué. Il faut juste passer au travers de ces démarches-là. Et nous, à la fin, ça nous permet de compléter les documents, la paperasse légale, comme on dit, là, pour les fins de la conformité. Après ça, c'est d'implémenter ça, d'intégrer ça dans les processus internes, de former l'équipe, de regarder, on a des règles de procédure qui nous permettent de bien protéger les renseignements personnels. Voici comment ça fonctionne, voici comment on va faire dorénavant. Et ça, c'est le rôle, c'est supervisé par le responsable de la protection des renseignements personnels. Merci beaucoup, Jean-François. De ton côté, Hugo, rappelle-nous encore une fois ta spécialité, puis donne-nous un exemple sans divulguer une vraie personne, s'il te plaît. Firme TI, firme cyber. Si je reprends l'exemple du CPE, les petits Dalton, dans le fond, nous, ce qui nous avait été demandé, c'est de faire un audit TI puis cyber des technologies qui étaient en place. Heureusement, pour eux,
ils faisaient déjà affaire avec une firme TI sérieuse. Donc, on n'était pas trop inquiet quand on est rentré, mais le conseil d'administration voulait avoir une validation que le fournisseur TI qui était en place faisait sa job comme il faut, puis respectait les bonnes pratiques et compagnie. Donc là, nous, notre rôle dans ce cas-ci, c'était ça. Moi, j'aimerais juste compléter quelque chose au niveau de la conformité. Souvent, les organisations considèrent la conformité, surtout au niveau cyber, comme des cases à cocher et ne font pas vivre, si je peux dire comme ça, le programme de cyber dans leur organisation, que ce soit par de la formation, que ce soit par des rappels réguliers, que ce soit par des tests, pas nécessairement des pen tests, là, mais des tests au niveau des tests de phishing ou des trucs comme ça auprès des employés. Donc, la conformité, c'est pas juste, ben j'ai coché, j'étais conforme au moment où je l'ai coché, mais est-ce que 3 jours plus tard, 3 semaines, 3 mois, je suis encore conforme? C'est pas nécessairement le cas. Donc, les programmes de conformité, c'est bien beau, là, mais il faut le prendre plus au sérieux que ça. Là. Tout à fait. De ton côté, Emeline? Donc, formation en cybersécurité, prévention des fraudes. Dans le cadre du CPE qui nous intéresse, on parlait de c'est quoi les erreurs courantes qu'on voit et ils n'y échappaient pas. Donc, tout ce qui était la gestion des mots de passe, de les accompagner par rapport à cette thématique. Donc, le choix, stockage du mot de passe. Il y avait aussi un enjeu qu'on aborde plus ou moins, c'est en lien avec l'utilisation des appareils personnels. Donc, tout le monde, toutes les éducatrices avaient sur leur cell des numéros de téléphone de parents. Donc, il y avait une perte de contrôle par rapport à ça et il fallait encadrer l'utilisation des téléphones personnels également. Le télétravail, dans leur cas, eux, ça se posait un petit peu moins vu que c'était en présentiel. Mais c'est toujours, nous, notre travail, c'est de dire qu'il n'y a pas une façon de sécuriser une entreprise. Il y en a toujours plusieurs. Et il y a toujours un équilibre à aller chercher, un équilibre entre la sécurité et la fonctionnalité. Et on pense que plus de sécurité, c'est mieux, mais de temps en temps, non, c'est se tirer une balle dans le pied parce que si c'est sécuritaire, c'est le fun, mais si ensuite nos éducatrices n'utilisent pas la technologie ou ne l'utilisent pas à bon escient, ben on se retrouve à avoir coché une case, mais au final, tout le monde détourne parce que c'est pénible. Donc, sécurité, fonctionnalité, c'est un sweet spot, un équilibre à aller chercher. Et c'est en posant des questions, voir avec quoi est-ce que vous êtes le plus confortable. Et on revient à cette base que, en tant que dirigeant, on doit y croire. Si nous-mêmes, on n'y croit pas à la prévention, au fait qu'on va outiller nos équipes, si on n'y croit pas, là aussi, on a un problème. Nous, dans notre approche, on focus beaucoup sur la vie personnelle des employés parce que c'est toujours la question « What's in it for me ?» comme pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, de faire des parallèles avec la vie personnelle. On leur avait aussi demandé des exemples concrets d'hameçonnage qu'ils avaient reçus par courriel pour que ce soit encore plus concret par rapport à leur thématique. Puis, on est beaucoup dans l'action. Je fais une analogie un peu bizarre, mais c'est souvent, je fais une distinction entre la sensibilisation et la prévention. Dans ma tête, c'est peut-être juste dans ma tête, mais c'est pas la même chose. Il y en a un où est-ce que je suis informée du problème, mais j'ai pas vraiment de plan d'action sur quoi faire ou quoi ne pas faire. Mais je sais qu'il y a un problème. Et l'exemple que je prends, vous entendez mon petit accent, ça fait même 14 ans que je suis au Québec, mais j'ai encore mon accent français qui me colle à la peau. Mais les panneaux chevreuil sur l'autoroute, ça me fait très, très peur. Et quand on voit un panneau chevreuil, vous allez voir où je m'en vais avec ça. J'ai l'air un peu bizarre, mais je m'en vais à un endroit bien précis. Tu vois un panneau, tu es sensibilisé au fait qu'il faut faire attention, mais tu ne sais pas nécessairement quoi faire s'il arrive quelque chose. Tu sais, est-ce que je vois ce panneau-là? C'est quoi ma réaction? Est-ce que je dois accélérer? Est-ce que je dois changer de voie? Puis est-ce que je dois freiner? On ne sait pas c'est quoi l'action à faire. Et c'est là que les émotions embarquent. Et c'est la même chose en cybersécurité. J'ai un message, les émotions embarquent, mais je ne sais pas nécessairement quoi faire. Donc, c'est d'avoir ce plan de match sur... Ça reste humain et tout, mais on parlait des procédures, des processus. C'est primordial que ce soit actionnable et pas juste de mettre le doigt sur voici ce à quoi il faut faire attention. Ouais, mais quoi faire et à qui le dire, c'est hyper important d'encadrer tout ça. Prévenir. Et là, le temps nous manque parce que c'est sûr qu'on avait décalé un petit peu. Donc, j'aurais presque... Éric, je voulais entendre ton exemple, puis toi aussi, Roland, mais je vais être obligée de vous inviter à aller au kiosque du Cercle pour pouvoir poser d'autres questions, à voir aussi peut-être... des questions qui sont plus dirigées vers vos exemples à vous. Peut-être qu'ils pourraient vous donner des conseils sur votre entreprise personnellement, mais je suis obligée de vous laisser aller à vos ateliers en quelques instants. Et il y a des personnes qui ne sont pas présentes avec nous aujourd'hui au Cercle. Ils ont aussi d'autres expertises. Rapidement, Jean-François, peux-tu nous dire les personnes qui nous manquent sur le Cercle qui seraient intéressantes? On a la firme Alcor et Misor qui sont spécialisés en analyse de besoins en matière d'assurance, cyberassurance notamment. On a la société SACS qui sont spécialisés dans les cyberenquêtes et les pentests. J'oublie
Julien de la société Résoloc qui s'occupe de la sécurisation des réseaux sociaux et de la récupération des accès s'ils sont perdus. Qui est ici, Les d'ailleurs. assurances? Oui. Au kiosque en ce moment. Marc Patrick. Et Du côté Patrick. des assurances aussi. Et aussi Patrick Hall de la société Consulat RP, qui est un spécialiste en gestion de crise au niveau des affaires publiques. Lorsque quelque chose comme une attaque informatique explose et prend une dimension médiatique. Génial. Donc, c'est vraiment tout le temps qu'on avait. J'ai même pas le temps de pouvoir prendre des questions parce que je veux pas vous manquer vos ateliers. Mais merci beaucoup à vous tous du cercle. Puis je vous invite vraiment à aller les rencontrer dans le salon des exposants. Faites scanner aussi votre passeport. N'oubliez pas, faites partie de votre passeport. Donc, merci. Merci. beaucoup.